Bonsoir à tous, bienvenue dans votre rendez-vous d'information à la une de ce dimanche 28 mai. La Guadeloupe se souvient de Louis Delgrès et de ses hommes qui jusqu'à la fin se sont battus contre le rétablissement de l'esclavage. Un hommage leur a été rendu à Matouba, Saint-Claude cet après-midi. À Basse-Terre, hier, une œuvre symbole du refus de l'asservissement a été inaugurée au fort Delgrès. Dernier jour de visite de Gérald Darmanin dans les îles du Nord. Au programme du ministre de l'Intérieur à Saint-Barthélemy, plusieurs rencontres aujourd'hui avec les gendarmes de la brigade nautique à la réserve naturelle. Et hier soir, il s'est entretenu avec le président de la collectivité, Gérald Darmanin, qui nous a accordé un entretien. Plus de 3 semaines après l'avis émis par l'Agence régionale de santé, 3 plages de Saint-François sont toujours sur le coup d'une interdiction de baignade et d'activités nautiques. En cause une pollution bactériologique qui dure et des plages qui restent très fréquentées. Hugo Tellier, sacré champion de la Guadeloupe de voile traditionnel, un nouveau titre remporté après 4 courses sur le plan d'eau de Petit-Bourg. 31 canots au départ, de bon augure à 1 mois et demi du Traditour. Hommage aux héros de 1802 ce dimanche à Matouba à Saint-Claude. Le 28 mai, il y a 221 ans, Louis Delgrès et plus de 300 de ses hommes préféraient se donner la mort plutôt que de se rendre. Un sacrifice après une lutte sans merci contre le rétablissement de l'esclavage. On retiendra de lui sa proclamation intitulée « Le dernier cri de l'innocence et du désespoir » et sa phrase « Vivre libre ou mourir ». Ils étaient nombreux cet après-midi pour cet hommage solennel. Je vous propose d'écouter un extrait de Lucimire Weck, maire de Saint-Claude, recueilli par Daniel Quérin. En ce jour solennel, et comme chaque année, depuis Nesouta, le 28 mai, à 15 heures, nous nous souvenons de son acte héroïque et nous rendons hommage à sa lutte pour la liberté et la dignité de tous les êtres humains. C'est notre devoir d'assurer cette transmission auprès de nos plus jeunes. Le colonel Louis Delgrès était un homme intègre, courageux, qui a choisi de résister à l'injustice et à l'oppression de son époque. Malgré la résistance, l'esclavage fut rétabli à la Guadeloupe pendant 46 ans, jusqu'à son abolition définitive en 1848. Ce combat d'un peuple pour la liberté est aujourd'hui symbolisé par une œuvre monumentale inaugurée au fort Delgrès hier, jour de commémoration. Marilyn Plaisir, Daniel Quérin. Par 2 fois dans l'histoire, ils ont brisé leurs chaînes ou bravé l'oppresseur, car seule comptait alors la liberté. Alors sur scène, leurs descendants leur rendent hommage. Delgrès et plusieurs milliers de combattants, héros d'hier et d'aujourd'hui, célébrés pour leur courage et pour leur sacrifice. Alors pour cet ancien Premier ministre, le temps du souvenir est aussi celui du repentir. Pendant plus de 2 siècles, ici et dans le reste des colonies, la richesse de la France et ce qu'on appelait l'art de vivre à la française se sont construits au prix de l'asservissement de 4 millions d'êtres humains, 4 millions de personnes déportées d'Afrique ou nées sur place dans la servitude, 4 millions d'êtres humains broyés par un système inhumain. Et comme toujours au protocole, des gerbes au pied de la stèle de Louis Delgrès. Mais cette année, les officiels et les visiteurs sont guidés sur les hauteurs du fort, là où désormais se dresse le symbole de la résistance. Un point géant moulé dans du bronze et haut de 3 mètres, l'œuvre d'un artiste d'origine béninoise. L'esprit de Delgrès n'est pas mort. Parce que je pense que tout simplement c'est une aspiration humaine de se battre pour ce qu'on pense être juste. Mon idée était de dire qu'il tirait la force de son combat dans des racines qui remontaient déjà à l'Afrique, voire plus loin. Et donc je fais le lien comme ça entre ces racines-là et la résurgence de son combat aujourd'hui. Nous avons voulu qu'il puisse y avoir cette œuvre monumentale et qui marque aussi la mémoire de nos aïeux. C'est aussi la grandeur du peuple noir, c'est l'expression du cri de liberté de Delgrès, vivre libre ou mourir. Au fort Delgrès, de nuit comme de jour, résonnent ces mots.
pour ne pas que l'histoire sombre dans l'oubli. Cap sur Saint-Barthélemy maintenant, où Gérald Darmanin a achevé sa visite. Ce matin, aux côtés de la brigade nautique de gendarmerie, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a participé au contrôle opéré sur la réserve naturelle. Il a insisté sur la nécessité de préserver l'environnement et la biodiversité de ce site magnifique où l'on retrouve notamment plusieurs espèces de tortues. Et pourtant, de plus en plus d'actes d'incivilité sont observés dans la zone. On écoute Gérald Darmanin au micro de Lydia Kérin. Les problématiques sur la réserve sont beaucoup liées à la fréquentation au moment de la haute saison touristique, puisque là, on a énormément de bateaux et des bateaux de grande taille qui viennent fréquenter nos réserves, avec souvent à bord beaucoup de matériel type jet ski, scooter sous-marin, surf électrique. Donc on est tenté de profiter de tous ces jouets, d'aller vite, trop vite dans des zones fréquentées par les nageurs, par les tortues. Donc on veille à ce que la réglementation soit respectée concernant ces engins. Après on a des problématiques de pêche aussi, mais la réserve ayant 25 ans, les gens commencent à bien avoir en tête les règles et ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire en termes de pêche dans nos eaux. Une interview de Sébastien Gréau, directeur de l'Agence territoriale et de l'environnement de Saint-Barthélemy. La brigade de gendarmerie nautique de Saint-Barthélemy contribue activement à la protection de l'environnement et à la diversité. En lien avec la collectivité, de nombreux contrôles sont opérés. On vous le disait tout à l'heure. Hier soir, le ministre de l'Intérieur et le ministre délégué chargé des Outre-mer, Jean-François Carenco, se sont entretenus avec le président de la collectivité, Xavier Lédé. Un reportage de Lydia Kérin. Sourire et ambiance détendue pour cette rencontre entre Gérald Darmanin et le président de la collectivité de Saint-Barthélemy, Xavier Lédé. 1 heure à peine pour aborder ensemble les chantiers prioritaires de l'île, santé, logement et environnement. Sur la question des fonctionnaires mutés sur place qui peinent à se loger, Xavier Lédé souhaite la revalorisation de leur prime de vie chère. Proposition balayée d'un revers de main par Jean-François Carenco. Il y a déjà 1,4. Voilà, donc si on se lance sur une indexation comme ça va être compliqué de gérer les Outre-mer français. Le ministre de l'Intérieur avance, lui, une autre piste. On peut imaginer du pendulaire, comme on dit en région parisienne, des gens qui viennent de Saint-Martin, ils logent, viennent travailler la journée à Saint-Barthélemy et repartent. Quand on a une demi-heure de bateau, c'est plus simple que quand on est à 1 heure, bien sûr. Donc voilà, on s'est engagé avec le président Lédé de regarder tous ces sujets. Ce qui est sûr, c'est que les fonctionnaires, les agents publics, ils doivent pouvoir se loger sur l'île de Saint-Barthélemy, et notamment les enseignants, on comprend bien leurs difficultés, sans se ruiner, puisque ce n'est pas le sens d'une mission de service public de l'évidemment. Je pense qu'une des options les plus rapides à mettre en place serait de travailler sur la fiscalité des personnels de première nécessité, comme on les appelle en général, enseignants, médecins, etc., pour justement avoir ce boost de salaire sans nécessairement toucher à la prime de vie chère. Une question qui reste donc pour le moment en suspens. Côté sécurité, Gérald Darmanin annonce renforcer les effectifs de gendarmerie pour Saint-Barthélemy. Gérald Darmanin s'est envolé vers Paris cet après-midi. Mais avant, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer nous a accordé un entretien conduit par Claude Danican et Lydia Kérin. Bonjour Monsieur le ministre, merci de répondre à nos questions. Quel bilan faites-vous de votre déplacement dans les îles du Nord? On commence d'abord par Saint-Barthélemy où nous sommes actuellement. La question de la sécurité a été évoquée, c'est pas si dramatique sur l'île, mais face à une délinquance naissante, des petits trafics délits, il faut porter une réponse. Quelle solution, quelle réponse proposez-vous? La situation à Saint-Barthélemy en termes de sécurité est très bonne, mais effectivement il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant parce qu'après ce qui s'est passé à Irma, on a pu constater en effet quelques délits qui avaient pu être commis, mais aussi davantage d'arrivées de trafic de stupéfiants. Et donc nous avons décidé d'abord de prendre évidemment conscience de la situation, de renforcer les moyens de la gendarmerie, singulièrement la gendarmerie du port et la gendarmerie de l'aéroport. J'ai décidé l'affectation d'un maître-chien anti-stup, mais qui va aussi aider dans la lutte contre la délinquance ici à demeure à Saint-Barthélemy, qui sera présent avant la haute saison touristique à partir de septembre. Et puis également de pouvoir travailler bien plus avec la collectivité en mettant des moyens de vidéosurveillance par exemple. Donc pour nous, la sécurité à Saint-Barthélemy, petit bijou
français, qui est très important pour l'activité touristique, doit rester la priorité de l'État. Il y a également la question du logement, des enseignants qui ont du mal à trouver un logement. Quand ils y parviennent, c'est hors de prix. Là aussi, avez-vous des pistes, des solutions pour améliorer leur situation ? Alors là, c'est une compétence logement de la collectivité autonome. Saint-Barthélemy, c'est une collectivité autonome. Il faut respecter les compétences de chacun. La sécurité, c'est nous. Les logements, c'est la collectivité. On en a parlé, bien évidemment, pour qu'on puisse loger les fonctionnaires. Il n'est pas normal que les enseignants et que les autres agents publics n'arrivent pas à se loger. On est sensible à leurs arguments. On a encouragé avec Jean-François Carinco à construire, peut-être pas tous les logements, mais enfin construire un petit peu quand même des logements pour les fonctionnaires de Saint-Barthélemy. Il y a aussi toutes ces maisons qui ne sont pas louées, ces villas qui ne sont pas louées, qui pourraient changer de destination et être louées à des prix très raisonnables aux fonctionnaires. Et puis il y a peut-être l'activité pendulaire, puisque vous avez vu que désormais Saint-Barthélemy sera à une demi-heure de bateau grâce à la frontière que nous avons dessinée avec nos amis néerlandais à Saint-Martin. Et donc avoir des gens qui pourront partir le matin de Saint-Martin et revenir le soir à Saint-Martin. Vous pouvez actionner également le levier fiscal. C'est une piste. Oui, alors il faut aussi que la collectivité autonome de Saint-Barthélemy, qui, je vous rappelle, a la compétence fiscale également, nous dise ce qu'elle souhaite. Nous pourrions imaginer en effet que pour les fonctionnaires, notamment pourquoi pas pour les enseignants, ils n'attendent pas les 5 ans pour ne pas avoir payé d'impôts. Je rappelle que cette fiscalité, c'est une question, surtout une question locale, et donc on est prêt à en discuter avec le président Ledé. La collectivité territoriale a manifesté la volonté de récupérer le Fort Oscar qui abrite actuellement la brigade de gendarmerie. Vous êtes prêt à quitter les lieux, à céder les lieux ? Non, je pense que ce qui est important, c'est de garder une gendarmerie forte à Saint-Barthélemy. Je pense qu'il faut qu'on soit tous cohérents. Si on veut plus de gendarmes, si on veut plus d'activités de gendarmes, il faut pouvoir les loger. Et si nous déménageons la gendarmerie, alors qu'il y a déjà aussi 2000 m² de constructibles encore, qui nous permet éventuellement de renforcer le travail de l'État, et pourquoi pas d'accueillir d'autres agents publics, pourquoi pas des policiers, la police aux frontières par ailleurs, il faut effectivement que nous gardions un site, un beau site. Si on devait déménager, la question est de savoir que donne comme autre terrain la collectivité. Sur la partie de Saint-Martin, il y a l'après-Irma, la question de la reconstruction. L'économie reprend-elle des couleurs ? Quel bilan, quel regard sur la situation économique, le monde économique à Saint-Martin ? Écoutez, moi j'ai senti quelque chose de positif à Saint-Martin. Je suis allé de nombreuses fois à Saint-Martin, et notamment au lendemain de l'ouragan Irma, que nous ayons posé la première pierre pour qu'en 2025, 40 millions d'euros mis par l'État. Il y a une cité nouvelle administrative et judiciaire, c'est positif. Les hôteliers étaient très positifs, les restaurateurs étaient très positifs. Il y a une question de sécurité à Saint-Martin également. Il y a une question de jeunesse. Et moi, je vais me battre auprès du ministre des Armées pour que le RSMA puisse être présent à Saint-Martin. Il y a une question d'activité économique et d'accompagnement de valeurs. On voit bien qu'il y a des choses qui se passent, notamment sur l'agriculture. Voilà, il faut que nous continuions à travailler pour aider Saint-Martin à se développer, parce que c'est une île absolument magnifique. Vous savez, le traité qu'on a signé avec les Néerlandais va nous aider. Il y aura une marina côté français, il y aura une activité économique supplémentaire, c'est un bon signe. Oui. Quel accompagnement, en plus de la cité administrative et judiciaire et des collèges, il y a aussi peut-être au niveau des équipements sportifs, des stades, tout ça à reprendre ? Alors là, il y a une compétence là aussi locale de Saint-Martin, donc la question est de savoir quelle est la priorité de la collectivité. Nous avons dit au président que nous serions prêts à l'accompagner sur des investissements très importants pour l'aider dans ses constructions d'équipements publics et notamment d'équipements sportifs pour les plus jeunes. Ce qu'il faut voir aussi, c'est très important, c'est la santé. À Saint-Martin comme à Saint-Barthélemy, il y a à renforcer l'offre de soins, il y a à renforcer les hôpitaux, il y a à renforcer les EHPAD pour que la population qui est touchée socialement puisse être accompagnée jusqu'au bout de leur vie. Vous l'avez évoqué, il y a eu vendredi la signature du traité délimitant la frontière entre la partie hollandaise et française. Moment fort et symbolique. Mais concrètement, ça change quoi pour les populations ? D'abord, c'est très important puisqu'il n'y a plus de questions sur où est la partie néerlandaise, où est la partie française dans les temps aux huîtres notamment. Je rappelle que grâce à cette frontière désormais numérique, parce que la libre circulation évidemment fonctionne à Saint-Martin des deux côtés de l'île, va permettre de reconstruire la marina, va permettre de pouvoir aménager économiquement la partie française et va pouvoir notamment mettre Saint-Barthélemy à une demi-heure de Saint-Martin plutôt qu'une heure aujourd'hui. Donc c'est vraiment très important parce que quand il n'y avait pas cette limitation, on ne savait pas où on était, on ne savait pas où est-ce qu'il fallait demander des autorisations d'urbanisme, c'était pas la même autorisation d'urbanisme et donc les investisseurs ne mettaient pas d'argent à Saint-Martin. Toutes ces questions évoquées à la fois à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy à Saint-Martin vont être approfondies lors du SIOM. Vous irez avec mesure et justesse ou vous allez sortir le chéquier et donner un vrai signal ?
Ce qui est important, c'est pas la question de sortir le chéquier ou pas sortir le chéquier, c'est pour quel projet. Et on voit ici à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, que les élus ont des vrais projets constructifs et qu'il faut notamment aider parce qu'après Irma, ils ont besoin plus d'aide que les autres. Et donc avec Jean-François Carinco, nous serons très attentifs aux demandes des deux collectivités et je reviendrai à la fin de cette année en termes de sécurité pour garantir ce que nous avons promis, que les choses soient effectivement très présentes et que ça permette de préparer la saison touristique, mais aussi constater que nous avons tenu nos promesses en termes d'engagement du président de la République. Merci, monsieur le ministre. Merci à vous. Retour en Guadeloupe avec ce constat alarmant. De plus en plus de plages sont touchées par des pollutions d'origine bactériologique. Dernier épisode en date à Saint-François où 3 sites sont interdits à la baignade et à la pratique d'activités nautiques depuis le 5 mai dernier. Une interdiction qui ne décourage pourtant pas les baigneurs. Le reportage d'Éric Simpling. Nous sommes sur le site de l'ancien hôtel Méridien à Saint-François, l'un des points de départ préférés des kitesurfers et autres amateurs de glisse. Ce matin, on pouvait y dénombrer une dizaine de pratiquants. Pourtant, ce site fait partie des 3 zones interdites à la baignade et à la pratique d'activités nautiques par un arrêté municipal en date du 5 mai dernier. Des prélèvements effectués par l'Agence régionale de santé le 27 avril dernier révèlent la présence de bactéries à des niveaux très largement supérieurs aux normes officielles, soit 38 fois pour les streptocoques fécaux et 12 fois pour les Escherichia coli. Un mois plus tard, les riverains reviennent pourtant se baigner alors que l'interdiction n'a toujours pas été levée. Quand l'interdiction a été donnée, je ne suis plus venu. Et j'attendais de voir justement. Mais là, évidemment, il n'y a pas de panneau, il n'y a pas d'affichage. Je ne sais pas s'il a été le panneau au jour de l'interdiction, parce que je ne suis pas venu justement. Je sais par contre que 12 jours plus tard, il n'y avait pas de panneau, ça c'est sûr. Du coup, au bout d'un moment, j'ai dit j'y vais. De fait, il n'y a aucun panneau d'information sur ce site qui demeure ouvert et accessible à tous, alors que l'arrêté municipal prévoit pourtant expressément le contraire. L'explication en est simple, le site de l'ancien Méridien est aussi le terrain où sont déchargés en permanence les sargasses ramassés dans la marina toute proche. L'opération génère une pollution supplémentaire qui termine elle aussi dans le lagon de Saint-François. Ouvrons maintenant une page sport avec tout d'abord la 2e étape du Grand Prix Boris Carène. Damien Degaut de l'Olympique cycliste valdoise s'est imposé à Saint-François au terme des 155 km de course. Il devance Kélian Duro du VCS et Joshua Kelly de l'équipe barbadienne. Damien Duculti de la Team Madras lui reste en jaune. On écoute tout de suite le vainqueur de l'étape au micro de Luc Archimède et Ludovic Guédu. Tout d'abord, je peux remercier que l'équipe parce qu'ils ont fait un boulot incroyable. Aujourd'hui, on était revanchards de la journée d'hier parce qu'on s'est un petit peu loupé. Et c'est vrai que quand j'avais 2 gars devant, je me suis dit que dans la 2e bosse sur le circuit, je me suis dit qu'il fallait rentrer. J'avais des bonnes jambes. J'arrive à boucher 2 minutes dans cette bosse et à revenir sur les gars. Et je leur ai dit qu'il fallait donner tout jusqu'au bout et que je pense qu'on avait un gros truc à faire. Et c'est ce qui s'est passé. Après, derrière, on a écrémé le groupe. Quand les crèmes, j'avais encore mes 2 coéquipiers. Thomas, notre maillot vert, il a fait un travail incroyable. L'équipe a été incroyable. Antoine a fait le taf. Et au kilomètre 120, je joue une prime et je vois que les gars me laissent partir. Donc j'ai dit, allez, c'est parti, on fait le jeu d'équipe. Au pire, je vais au bout et ça concrétise. Et au pire, ça aurait pu servir à Antoine, mais au final, je vais au bout. Donc c'est incroyable avec cette ferveur. Je remercie le peuple guadeloupéen. C'était juste oufissime aujourd'hui. Et ne manquez pas après ce journal la page spéciale Grand Prix Boris Carène. En football, la cérémonie des trophées de l'Union nationale des footballeurs professionnels, l'UNFP, s'est déroulée à Paris ce soir et 2 Guadeloupéennes ont été récompensées. L'attaquante Delphine Cascarino a obtenu le trophée de la meilleure joueuse de la D1 Arkema. Il s'agit de la première distinction pour la joueuse de l'Olympique lyonnais. Une belle distinction quelques jours après l'annonce de son forfait pour la Coupe du Monde en raison d'une blessure. Et puis Lorina Fazer, milieu de terrain, a elle remporté le trophée de meilleur espoir. Une sacrée performance pour la capitaine de l'équipe de France d'un moins de 20 ans. On quitte les terrains pour un petit tour en mer. Hugo Tellier, le champion de la Guadeloupe 2023 en voile traditionnelle. Un nouveau titre remporté après les 2 journées organisées sur le plan d'eau de Petit-Bourg. Sur une flotte de 31 canots, Hugo et son équipage du Cataraïbe Guadeloupe Club ont dominé l'épreuve. Bruno Pencio-Villon et Rémi de France. Ce pavillon est le pavillon U.
Envoyé à 4 minutes du départ pour informer la flotte que tout départ prématuré serait sanctionné en l'absence de réparation. Et ce, en raison de plusieurs rappels généraux sur la course numéro 2 de ce championnat de Guadeloupe. Et si 2 canots seront disqualifiés, les bons départs sont pour Nicolas Perrier sur Xeria et le duo Claude Tellier et Jean Forbin sur Guadeloupe-Port Caraïbes. Après quelques bords de près, Claude et Jean coiffent le jeune Nicolas, la marque au vent, suivi du leader du classement au point, un certain Hugo Tellier avec de nouvelles couleurs pour une nouvelle saison. Derrière, Collision et Touché de Bouée marqueront ce passage avant de redescendre vent arrière pour ce parcours court et technique. Une course remportée par Claude Tellier et Jean Forbin, dit les papis de la flotte, suivi de Nicolas Perrier. Et Hugo Tellier, 3e, et sacré au final des 4 courses courues, champion de Guadeloupe de voile traditionnelle 2023. Ça reste des compétitions plaisantes où il y a une grosse densité sur l'eau, parce qu'à chaque étage de la course, il y a du monde et de la bataille. Donc non, on est content parce que démarrer avec de nouvelles couleurs de cette manière, c'est pas mal. Maintenant, rien n'est fait. L'objectif principal, ça reste le Traditour. Côté organisation, tout était réuni pour que l'épreuve se déroule au mieux, sur l'eau comme sur terre, avec un message, celui de la voile traditionnelle à la conquête de l'économie bleue dans le cadre des prochains Jeux Olympiques. La tradition vient mettre une loupe en fait sur de la modernité, sur des inquiétudes, notamment en termes économiques. En fait, comment faire en sorte que la voile, l'économie bleue, le monde de la mer soit enfin un terrain dont les Guadeloupéens vont s'intéresser, s'inspirer en fait pour produire en fait du développement économique. En attendant le Traditour 2023 et en ce week-end de mémoire, le canot traditionnel désien Songé, marqueur de son temps, barré par son concepteur Charlie Desravels et patronné par son fils Edwin, était lui aussi présent parmi les 31 canots de la flotte. Il est l'heure de retrouver votre rubrique Génération 2000. Cette semaine, partons à la rencontre d'un jeune couple d'entrepreneurs. Lui a grandi dans le monde de la restauration. Elle se destinait plutôt à une carrière dans l'esthétique, mais elle a été happée par la passion de ce compagnon. Guillaume et Grace ont ouvert leur restaurant il y a 4 mois à Jarry. Le début d'une aventure que nous racontent Eddie Golabcan et Ludovic Guédu. Le César ouvre ses portes le 2 février 2023. Un nouveau restaurant dans la zone industrielle de Jarry. A priori, rien de nouveau. Guillaume est à l'origine de ce projet. Depuis l'âge de 14 ans, il traîne dans la pizzeria familiale à Terre-de-Haut avant de reprendre l'affaire en 2013. Et au bout de 10 ans, j'ai voulu faire toujours la restauration, mais un autre secteur. Parce qu'avant, j'étais plus dans la pizzeria, dans tout ce qui est plat rapide. Et faire quelque chose de plus gastronomique, de plus noble. Au centre, c'était vraiment une clientèle à la journée touristique. Et je voulais travailler plus avec une clientèle locale et qu'on sera amené à revoir en fait. Pas des clients à la journée. Il entraîne avec lui dans l'aventure Grace, sa jeune compagne de 20 ans. Néophyte dans la restauration, avec une seule année d'expérience en tant que serveuse dans la pizzeria des Saintes. Je suis satisfaite de ce que j'ai pu accomplir pour mon âge parce que je n'ai que 20 ans. Je suis assez fière de moi, même si c'est vrai qu'il y a des petites choses compliquées à gérer. C'est compliqué d'être patron à cet âge-là, mais je m'en sors plutôt bien. Rien à voir avec une napolitaine ou encore une 4 fromages. Guillaume et Grace ont décidé de proposer au César une cuisine métissée, évolutive. Le concept est semi-gastronomique avec une cuisine revisitée du monde. On fait une cuisine évolutive. C'est-à-dire que notre carte est en constante évolution. On travaille des produits locaux avec des saveurs d'ailleurs, comme le sirop d'érable ou du poivre d'Afrique, du sel de l'Himalaya. Et voilà. On travaille avec beaucoup de produits frais et des produits locaux comme du giromont, des patates douces et plein d'autres choses qui revisite et fait à sa façon. Le chef cuisine avec beaucoup d'amour et de passion et c'est ce qui est très important pour avoir un service de qualité. Grace et Guillaume se partagent la gestion de l'établissement. Lui s'occupe de l'administratif et dirige la cuisine avec son jeune chef de 23 ans, Willem Oulak. Elle manage la salle de 35 couverts et gère la communication du restaurant. Et une clientèle d'habitués commence à prendre ses marques. On a une clientèle, je dirais presque 100% locale. Le midi, c'est beaucoup notre zone de chalandise, c'est Jarry. Donc tous les cadres, les gens des bureaux de Jarry. Et le soir, ça sera plus une clientèle, on va dire, de proximité.
les gens de Petit-Bourg, de Bemao qui sont autour, quoi. Une clientèle déjà conquise. Je trouve que c'est un très beau concept, la nourriture est très bonne. C'est un restaurant gastronomique avec une très bonne ambiance, donc j'aime beaucoup. C'est surtout l'ambiance, le fait que ce soit de la gastronomie qui reste dans l'ambiance guadeloupéenne. Donc les plats sont vraiment très beaux, les trompe-l'œil sont incroyables. C'est toujours bien aussi de prendre sa pause déjeuner dans un restaurant gastronomique. Grace et Guillaume ont ainsi créé un restaurant à leur image, pas comme les autres, en mariant des saveurs venues d'ailleurs et des produits purement locaux. Une belle aventure. Direction maintenant le cœur de la Guadeloupe. Marie Galante a vibré au son de l'afropop de la chanteuse nigériane Yemi Alade hier soir. Un moment inoubliable pour les festivaliers de ce terre de blues qui étaient au rendez-vous. Ambiance avec Rudy Rilsi. Un mur à plein à craquer au passage de la chanteuse nigériane Yemi Alade. Beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de gens, beaucoup de joie et c'est très amusant, c'est très très bon. Que ce soit au niveau du rythme, des personnes présentes, des costumes, tout est délicieux. Et le public qui la pousse à plein poumon sous un déluge de cris et d'applaudissements. Magnifique! I love Marie Galante! Et il va tout bonnement! Une énergie débordante et un talent vocal qui fait plaisir à son public. Une belle découverte, une grande artiste que j'aime, que j'ai des gros plaisir à écouter. Alors c'est une femme extraordinaire, j'adore sa musique, elle est magnifique, elle a du punch. Afrobeat, R&B, pop, hip-hop, toutes les dimensions de son spectacle sont au rendez-vous ce soir. Il y a une ambiance de folie. L'artiste Yamad, elle est juste incroyable. Franchement, on passe un super moment. L'ambiance générale, génial à cette terre de blues avec tous ces artistes. C'est trop bien. Un show hyper maîtrisé d'un peu plus d'une heure qui a permis à Yemi Alade de prouver qu'elle mérite son titre de King of Queens. Une très belle ambiance pour finir ce journal, mais avant de nous quitter, je vous en rappelle l'une des informations principales. La Guadeloupe se souvient aujourd'hui de Louis Delgrès et de ces hommes qui jusqu'à la fin se sont battus contre le rétablissement de l'esclavage. Un hommage leur a été rendu à Matouba à Saint-Claude cet après-midi. À Basse-Terre, une œuvre symbole du refus de l'oppression a été inaugurée au Fort Delgrès. L'information revient demain à 6h en radio avec Florence Péroumal. Dès 19h, vous aurez rendez-vous avec Ludivine Guiolé-Oulac. Ne manquez pas après ce journal notre page spéciale Grand Prix Boris Carène, orchestré par Daniel Marius, Luc Archimel et Ludovic Guédu. Et juste après l'entretien Terre de Blues de Lise Dolmar, son invité ce soir, la star sénégalaise Youssou N'Dour. Passez une très bonne soirée, soyez prudents, à bientôt.